De nombreuses campagnes de fouilles sont menées en Égypte dès le 19e siècle. Des touristes commencent même à venir visiter les temples. Et quand ils en ont les moyens, ils rapportent une momie en souvenir. De plus en plus de tombes sont découvertes dans la vallée des rois, la grande nécropole des pharaons. Mais certaines ne manquent pas d'intriguer, car on y trouve des momies entassées de façon anonyme. On ignore alors s'il s'agit de membres de la famille d'Akhénaton et de Toutankhamon, les pharaons dont les noms sont actuellement les plus connus. De nos jours, les historiens se demandent ce qu'il est advenu de toutes les momies qui ont été écoulées autrefois par les marchands de souvenirs. Des momies dérobées dans la vallée des rois par des pilleurs de tombes. Beaucoup ont été détruites, mais 150 ans plus tard, l'une d'elles a refait surface, non loin des chutes du Niagara. Ces momies nous aident aujourd'hui à retracer l'histoire de destins exceptionnels. À la fin du 19e siècle, les Européens témoignent d'un immense engouement pour l'Égypte. C'est l'âge d'or des fouilles archéologiques. Dans tout le pays sont mis au jour d'innombrables objets antiques. L'Égypte se révélait d'une richesse archéologique incomparable. On découvrait énormément de choses. On sortait de terre de véritables trésors. C'est dans la vallée des rois qu'on fait les découvertes les plus sensationnelles. Cette nécropole située dans le désert se trouve à 480 km au sud du Caire. Les prêtres avaient choisi cet emplacement pour protéger les tombes sacrées des pharaons. C'est là, en 1898, que l'égyptologue français Victor Loret fait l'une des plus grandes trouvailles du siècle. Son équipe et lui ont découvert le tombeau d'un pharaon. C'était la 35e tombe de la vallée des rois, qui appartenait à l'origine à Aménophis II. La momie du souverain a bien été retrouvée à sa place, dans son sarcophage, comme le voulait la tradition. Mais dans une chambre annexe, une surprise attend les archéologues. Cette découverte devient l'un des plus grands mystères de l'Égypte ancienne. À l'écart de la chambre principale, une autre salle contenait 3 momies anonymes. On a supposé que pour avoir été inhumé dans la vallée des rois, il devait s'agir de personnalités importantes. Plusieurs dépouilles sont étendues à même le sol. Celle d'un enfant inconnu, à côté d'une femme plus âgée à l'abondante chevelure. En l'absence d'indication sur son identité, elle a été surnommée « The Elder Lady », la dame âgée. Mais une troisième momie très endommagée pose une nouvelle énigme aux archéologues. Ils la surnomment « The Younger Lady », la jeune dame. Elle a un trou béant au niveau de la cavité abdominale. Son visage est défoncé depuis la pommette jusqu'à l'autre côté de la bouche. Ça fait froid dans le dos. Plus bas, on voit que le bras droit est sectionné, juste en dessous du biceps supérieur. On frémit en pensant à la douleur que cette personne a dû ressentir. Les sérieuses blessures de la jeune dame ne constituent pas le seul mystère. Ces 3 momies ont certainement été ramenées d'ailleurs, car il paraît peu probable que cette petite chambre ait été conçue comme leur dernière demeure. Les mystérieux occupants de cette tombe posent un véritable défi aux scientifiques. Comment en apprendre plus sur les circonstances de leur inhumation et du décès de la jeune dame? Mais avant de tenter d'expliquer la présence de ces 2 femmes dans la tombe du pharaon, les spécialistes devront d'abord déterminer qui elles étaient. À l'époque où ces momies ont été découvertes, les archéologues ne disposaient pas de nos techniques modernes de biologie moléculaire. Ils ne pouvaient donc pas extraire son ADN et en déduire un lien de parenté avec une autre momie. On a prélevé des échantillons d'ADN sur toutes les momies royales.
et on a analysé chacun de ces prélèvements. À ce stade, on peut dire sans grande marge d'erreur quels étaient leurs liens de parenté. La dame âgée fournit des premiers indices aux spécialistes. L'état de conservation de la dame âgée est tout à fait remarquable. Elle est élégante, assez aristocratique, avec ses cheveux magnifiques. Elle dégage une impression de noblesse, de supériorité, de statut social privilégié. La chevelure extrêmement bien conservée de la dame âgée était idéale pour prélever son ADN. Les résultats des analyses font sensation. Le musée égyptien du Caire abrite de fabuleux trésors antiques, parmi lesquels les 5000 pièces de mobilier et accessoires retrouvées dans la tombe de Toutankhamon. L'un des éléments les plus insolites découverts dans le tombeau de Toutankhamon se trouvait dans ce groupe de sarcophages. Il s'agit d'une mèche de cheveux. Ce devait être un souvenir porte-bonheur qui avait donc appartenu à quelqu'un qui comptait beaucoup pour lui. La filiation de Toutankhamon tourmente les égyptologues depuis longtemps. Et si cette dame âgée, avec sa somptueuse chevelure, lui était apparentée? On ne connaît pas son identité, mais on pense qu'elle est de sang royal. Alors pourquoi ne pas comparer l'ADN de ses cheveux avec celui de la mèche du tombeau de Toutankhamon et voir s'ils correspondent? On a effectué l'analyse et là, eureka! L'ADN de la dame âgée correspond à celui de la mèche du tombeau de Toutankhamon. Cette mèche de cheveux trouvée dans la tombe du jeune roi se trouvait dans un coffret portant l'inscription Tiyi, le nom de la grand-mère de Toutankhamon. Si l'on n'avait pas encore pu identifier cette femme, ses parents avaient déjà pu l'être. La comparaison de l'ADN des parents de Tiyi avec ceux de la dame âgée relance de grands espoirs chez les égyptologues. La science a pu nous dire qui elle était. Elle n'est plus anonyme. La dame âgée n'est autre que la reine Tiyi. Fille de 2 nobles de province, Tiyi allait être identifiée comme étant la grand-mère du pharaon que tout le monde connaît aujourd'hui. Sachant que la reine Tiyi a un lien de parenté avec Toutankhamon, quelles sont les chances que la jeune dame soit elle aussi un membre de sa famille? Les égyptologues se demandent alors si cette momie ne serait pas celle d'une reine dont ils recherchent la dépouille depuis des décennies. Celle de la grande épouse royale du pharaon hérétique Akhenaton, la femme la plus célèbre de l'Égypte antique et dont le corps n'avait pas encore été identifié, Néfertiti. Néfertiti a été la femme la plus puissante de toute sa dynastie. Sa momie aurait-elle été cachée avec celle de sa belle-mère à l'intérieur du tombeau d'Aménophis II? Mais dans ce cas, qui serait l'enfant? Il n'a pas été possible de faire des tests ADN sur son corps. Toutefois, les égyptologues émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un oncle de Toutankhamon, nommé Thoutmôsis. Comme en témoigne ce buste, Néfertiti était une femme d'une indicible beauté. Entretenait-elle aussi des liens de proche parenté avec Toutankhamon? Ce qui est certain, c'est qu'elle était l'épouse du père de ce dernier, Akhenaton. Celui qu'on surnomme parfois le pharaon hérétique est sans doute l'une des figures les plus controversées de l'Antiquité égyptienne. Akhenaton est qualifié d'hérétique parce qu'il a tourné le dos à une tradition religieuse millénaire en Égypte. Il a introduit un culte nouveau et a tenté de l'imposer par la force à la population. Il a suscité énormément de haine, de peur et de répulsion.
Akhénaton commence par décréter l'interdiction d'honorer les anciens dieux. Puis il fait bâtir une nouvelle capitale. La construction d'Amarna coûtera beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de vies humaines. Les fouilles d'Amarna ont révélé des tombes de simples fosses creusées dans le sol, les corps jetés dedans pêle-mêle, des enfants, des adolescents et des adultes contraints aux travaux forcés comme nous l'apprennent leurs ossements et souffrant de malnutrition. En étudiant son règne de plus près, on s'aperçoit que son régime était avant tout un État policier. Néfertiti jouait un rôle de premier plan, ce qui laisse supposer qu'elle a peut-être été l'une des principales instigatrices de la réforme religieuse hérétique que son époux a pu mettre en œuvre. Les images et inscriptions qui figurent sur les pierres de construction retrouvées dans les ruines de la cité d'Hermopolis laissent entendre que les souverains imposent leurs lois par la violence. L'iconographie de Néfertiti est passionnante, car elle est souvent représentée à égalité avec le pharaon. Mais plus surprenant, certaines images la montrent frappant ses ennemis, ce qui est l'apanage du roi. L'épouse du roi ne fait jamais ça. Mais elle disparaît assez mystérieusement au cours de la 16e et dernière année du règne d'Akhénaton. Néfertiti est l'une des personnalités les plus recherchées par les archéologues. Ce serait absolument sensationnel de pouvoir dire « ce corps est celui de Néfertiti ». Avant, les archéologues n'avaient pas les moyens dont nous disposons aujourd'hui avec le prélèvement d'ADN. Avec nos techniques plus élaborées, on peut extraire des molécules très anciennes et on peut même les amplifier pour les analyser. Désormais, nous savons que cette momie a un lien avec Toutankhamon. Mieux encore, il a été prouvé qu'en fait, c'était la mère de Toutankhamon. La jeune dame retrouvée dans la tombe d'Aménophis II est une épouse d'Akhénaton et la mère de son successeur, Toutankhamon. Faut-il en conclure que Néfertiti est la mère naturelle du jeune roi? Cela semble plausible, puisque Néfertiti portait le titre de grande épouse royale, c'est-à-dire l'épouse principale du roi, celle qui doit transmettre le sang divin à l'héritier. Mais cette hypothèse se heurte à un argument de poids. Les représentations artistiques et les documents de la période amarnienne indiquent que Néfertiti et Akhénaton ont eu 5 filles. Il n'y a aucune trace d'un garçon. Les princesses royales sont très importantes dans l'iconographie familiale. Il ne fait aucun doute que c'était bien les filles de Néfertiti. Et rien n'indique qu'elle ait eu un fils. Si Néfertiti n'a pas eu de descendants masculins, comme le pensent aujourd'hui les archéologues, il est exclu qu'elle soit la jeune dame. Celle-ci, par contre, en tant que mère du futur pharaon, a certainement joué un rôle important au sein de la famille. Il est probable que Toutankhamon ait été le fils d'une épouse secondaire. C'est parce qu'on donnait toujours la préférence aux descendants masculins qu'il a été choisi comme successeur. Qui que soit la mère de Toutankhamon, elle a dû tenir une place importante à la cour d'Akhénaton. Au palais, la jeune dame devait occuper une position proche de celle de la reine. Il était de coutume que le pharaon n'ait pas une seule femme, mais un harem entier. La pratique de la polygamie, avec tout un harem de femmes à disposition du pharaon, faisait partie de la tradition égyptienne. Les images et inscriptions datant de son règne témoignent que Néfertiti n'était pas la seule épouse d'Akhénaton. Il avait au moins 3 autres femmes.
Les épouses vivaient probablement toutes ensemble avec les enfants, et ce devait être un aspect important de la vie quotidienne du pharaon. Akhenaton voulait être sûr que sa réforme religieuse serait pérennisée après sa mort. Pour cela, la tradition égyptienne exigeait qu'il ait un fils qui pourrait continuer son œuvre. Or, ce fils était Toutankhamon. Mais laquelle des nombreuses femmes du pharaon l'a enfanté? Grâce aux analyses d'ADN, on sait maintenant que cette jeune femme était la mère de Toutankhamon. Mais ces analyses nous ont aussi appris que c'était la fille de la reine Tiye, ce qui veut dire qu'elle était la sœur d'Akhenaton. Or, Akhenaton était le père de Toutankhamon, donc il n'est pas allé chercher bien loin cette épouse secondaire. Elle était là, sa propre sœur. Les Égyptiens pensaient que le sang royal était spécial, qu'il était pur, et qu'il valait mieux éviter de le diluer en y introduisant des personnes extérieures à la famille royale. L'un des mythes fondateurs de la royauté égyptienne, celui d'Osiris, Isis et Horus, relève d'un mariage incestueux. Osiris est marié à Isis, qui est sa sœur, et leur fils, Horus, est l'incarnation vivante du roi. Tous les pharaons d'Égypte étaient une manifestation d'Horus. Puisqu'il y avait un précédent divin, cette pratique était jugée légitime, et elle était vue d'un bon œil. Akhenaton était entouré de nombreuses sœurs, et nous ne pouvons pas savoir laquelle était la jeune dame. Mais une fois ce constat établi, l'examen de la momie soulève de nouvelles questions encore plus épineuses. En effet, comment se fait-il que le corps d'une femme d'extraction royale et mère du futur pharaon ait subi des blessures aussi graves? Qui a pu la frapper avec une telle sauvagerie? L'étendue des dégâts est très impressionnante. On ne peut pas s'empêcher de penser « Oh là là, voilà quelqu'un qui ne repose pas du tout en paix ». Les lésions sont considérables. Ici, je dirais qu'il s'agit plutôt d'une blessure post-mortem. Elle peut avoir été causée par les pilleurs de tombes. Le pillage de sépultures était très fréquent dans l'Antiquité. Les voleurs cherchaient évidemment tout ce qu'ils pouvaient emporter. Ensuite, passons au bras. Il s'agit ici clairement d'une manipulation post-mortem du corps, au cours de laquelle le membre s'est trouvé sectionné. Les momies étaient souvent cassées ou abîmées au cours des pillages. Souvent, il y avait des amulettes enveloppées dans les bandelettes, ce qui intéressait tout particulièrement les voleurs. Des pillards à la recherche d'amulettes sont peut-être la cause des blessures à l'abdomen de la jeune dame. Mais on a plus de mal à comprendre pourquoi il s'en serait pris aussi violemment à son visage. Les spécialistes de médecine légale pensent que ce dernier coup remonte à peu près au moment de sa mort. On a émis l'hypothèse que, puisqu'il n'y avait aucun fragment d'os visible, cela voulait dire qu'ils auraient été enlevés pendant le processus de momification. Donc, que la blessure daterait d'avant l'embaumement, peut-être même du vivant de la jeune femme. Il est possible que ce soit la cause du décès. Ce type de blessure peut avoir été infligé par un objet très lourd. On voit bien que la partie supérieure de la plaie est plus franche, presque en ligne droite, comme si elle avait été causée par un outil ou une arme. Faut-il en conclure que la jeune dame a été victime d'un meurtre? Si elle a été assassinée, c'était un meurtre particulièrement atroce. Ça dénote un mobile personnel, avec une vraie volonté de défigurer.
Michael Arnfield a longtemps travaillé dans une brigade criminelle. Pour lui, il s'agit bien d'un meurtre. La violence du coup porté indiquerait que la victime connaissait son agresseur. À en juger par la brutalité du choc, le coupable est quelqu'un qui avait accès à la sphère intime de la victime, l'espace réservé aux personnes en qui on a le plus confiance. Face à une attaque au visage, surtout avec une telle violence destructrice, la première hypothèse est que le meurtrier a dû agir sous le coup de l'emportement, dans un accès de rage ou de jalousie. La personne a dû attraper ce qui lui tombait sous la main pour cogner de toutes ses forces. Le fait que cet individu ait appartenu au cercle royal réduit considérablement le nombre de suspects. Et on peut affiner encore davantage si on regarde qui au sein de ce cercle avait aussi un mobile, ce qui nous mène à la reine Néfertiti. Néfertiti était la femme préférée d'Akhénaton et celle en qui il avait le plus confiance. Mais elle détenait aussi un pouvoir qu'elle entendait bien exercer. Néfertiti a été l'une des femmes les plus puissantes de toute l'histoire égyptienne. Vu ce qu'on sait d'elle et de son règne, elle aurait très bien pu éliminer une rivale. Akhénaton et Néfertiti passaient aux yeux de leurs sujets pour un couple parfaitement respectable. Les bas-reliefs de l'époque le prouvent. S'ils les représentent sans pitié face à leurs ennemis, ils laissent aussi apparaître un autre aspect de leur personnalité. Les représentations d'Akhénaton et Néfertiti comptent parmi les images les plus intimes d'un couple royal qui soit parvenu jusqu'à nous. Si elles reflètent un tant soit peu la réalité, c'est une famille très proche, très unie et aimante. Mais pour les pharaons de l'Égypte ancienne, il était un domaine qui primait sur tout le reste: engendrer un héritier mâle. La jeune dame n'est peut-être pas la maîtresse préférée d'Akhénaton, mais elle lui a offert ce que Néfertiti n'a pu lui donner. Sa présence à la cour du roi rappelait peut-être constamment à Néfertiti qu'elle avait failli à sa mission en tant qu'épouse principale. Dans ces conditions, quelle relation pouvaient entretenir ces deux femmes? Probablement une inimitié. En dépit de l'amour d'Akhénaton et du pouvoir bien réel dont elle jouissait, elle devait se sentir humiliée de ne pas avoir pu donner un garçon au père de ses filles. Si une autre épouse d'Akhénaton avait un fils, dans ce milieu rongé de rivalité, ça pouvait donner lieu à une situation délicate. Néfertiti ne pouvait qu'être terriblement jalouse de toute génitrice d'un garçon. La présence de ces trois momies pourrait indiquer qu'une lutte sournoise a eu lieu entre les deux femmes et qu'elle aurait tourné au désavantage de la mère de Toutankhamon. Mais aucune source ne traite de ce sujet. Si la dame âgée et la jeune dame ont été enterrées dans cette tombe sans cérémonie et de manière anonyme, c'est que quelqu'un a voulu les faire oublier, effacer leurs souvenirs. Elles étaient souillées par Akhénaton. La momie de la jeune dame a été défigurée et reléguée dans une salle annexe. Peut-être est-ce le résultat d'intrigues de palais. Et pourtant, elle a joué un rôle déterminant dans l'histoire de l'Égypte en donnant naissance à Toutankhamon. En accédant au pouvoir, celui-ci a rétabli le culte des dieux traditionnels et restauré l'ordre ancien dans le pays. Les quelques années qu'il a passées sur le trône ont ouvert la voie à un nouvel âge d'or de l'Empire. Toutankhamon a joué un rôle central.
il a rétabli Thèbes comme capitale du pays et a tenté de reconstruire les structures qu'Akhenaton avait délibérément démantelées et anéanties. Si la science moderne a permis d'identifier la mère de Toutankhamon, on ne connaîtra probablement jamais son nom. Ces techniques n'existaient pas encore au XIXe siècle, à l'époque où une large part de l'opinion publique se passionnait pour l'histoire presque 4 fois millénaire de l'Égypte antique. Mais cet engouement s'est accompagné aussi de pratiques qui nous paraissent aujourd'hui répréhensibles. Ceux qui en avaient les moyens n'hésitaient pas à acheter des éléments de ce patrimoine pour les ramener chez eux. Le XIXe siècle manifeste un tel engouement pour l'Antiquité égyptienne qu'il a inventé le terme égyptomanie pour décrire ce phénomène culturel. Pendant cette période, d'énormes quantités d'antiquités étaient vendues à des touristes. Et beaucoup d'objets ont fini dans des collections privées. À l'époque, le matériel funéraire des tombes plus que millénaires est très convoité. Mais rien n'égalait la fascination qu'exerçaient alors les momies de l'Égypte antique. Les momies étaient emportées au petit bonheur. Les gens s'intéressaient à elles en tant qu'objet sans se préoccuper du contexte. C'est ainsi que beaucoup de momies ont quitté le pays sans la moindre documentation. S'il n'est guère possible d'en dresser la liste exacte, plus de 170 pharaons ont régné sur l'Égypte ancienne. Et pourtant, on n'a retrouvé qu'une trentaine de leurs momies. Les méthodes de médecine légale ont permis d'en identifier certaines avec certitude. Au cours de leurs recherches, les historiens en ont retrouvé dans les endroits les plus saugrenus, comme dans la région des chutes du Niagara. Le musée des chutes du Niagara est l'un des plus vieux d'Amérique du Nord. Il a été fondé en 1827 pour profiter de l'afflux de touristes qui venaient voir les chutes. C'était un peu comme le cirque Barnum, une sorte de cabinet de curiosité. On y présentait un veau à 2 têtes, un tronc de séquoia géant. Et au milieu de tout ça, des momies et des sarcophages égyptiens. Dans un musée du XIXe siècle, la présence d'une momie faisait véritablement sensation. À la fermeture du musée des chutes du Niagara, l'égyptologue Peter Lacovara réussit à convaincre l'université Emory d'Atlanta de racheter l'intégralité de sa collection égyptienne. Malgré le coût exorbitant de l'opération, Lacovara a tout fait pour que le fonds soit ramené à Atlanta. Il avait en effet une intuition concernant l'une de ces momies. Elle était très différente des autres momies, qui n'étaient pas en aussi bon état. Celle-ci avait clairement eu droit à un embaumement de première classe. Le laboratoire d'Atlanta pratique différents examens. Comme on peut le voir sur cette radio et ce scanner réalisé à l'hôpital universitaire, le mort a les bras croisés sur la poitrine, avec une main à plat et l'autre fermée, sans doute sur un sceptre ou un fléau. La posture des pharaons croisant les bras devant la poitrine correspond à une période bien déterminée de l'histoire de l'Égypte ancienne. Le Nouvel Empire, qui commence au XVIe siècle avant Jésus-Christ, a vu régner des pharaons légendaires comme Séti Ier et son fils Ramsès II le Grand. Cette momie aux bras croisés a-t-elle un rapport avec les souverains de ce Nouvel Empire ? Sans un sarcophage ou un objet portant son nom, il nous est très difficile d'en être sûr.
Mais selon l'hypothèse que nous formulons, si cette momie est celle d'un pharaon du Nouvel Empire, ça nous donne un point de départ. Angélique Cortals trouve un nouvel indice qui confirme que cette momie est bien celle d'un homme qui faisait partie de la cour. L'embaumement est de qualité supérieure, c'est certain. Il a dû être réalisé par un atelier prestigieux parce qu'il n'y a pas un repli de peau qui dépasse. Cet individu n'appartenait pas au commun des mortels. L'analyse des dents de la momie indique que la dépouille a largement dépassé l'âge de 30 ans, qui correspond à l'espérance de vie moyenne pour un homme de l'époque. Mais la technique moderne fournit de plus amples résultats. Ces boules opaques sont très probablement des rouleaux de bandelettes. Regardez, on les distingue beaucoup mieux sur le scanner. Ce type de rouleau se rencontre fréquemment dans les embaumements de très haute qualité. Après avoir retiré les viscères, les embaumeurs enveloppaient la dépouille de bandelettes enduites de résine pour conserver la forme du corps. Ce traitement très onéreux était réservé à l'élite et notamment à la famille royale. Cette technique précise fournit aussi des renseignements sur l'époque où l'individu est mort, car elle n'a été appliquée que durant un certain temps sous le Nouvel Empire. À un moment, les embaumeurs semblent avoir atteint une sorte de point culminant, et ils ont mené à bien des momifications particulièrement réussies. L'embaumeur est au sommet de son art. Il sait ce qu'il fait. Il a énormément d'expérience. Et la qualité de cette momification nous aide à affiner la datation. Une étape de plus en vue de l'identification définitive. La qualité et la quantité des bandelettes, la technique utilisée, tout cela ressemble beaucoup aux momies de la 19e dynastie. Les souverains de la 19e dynastie ont régné vraisemblablement à partir de l'an 1292 avant Jésus-Christ et pendant environ un siècle. L'Égypte n'a jamais été aussi puissante, prospère et influente qu'à cette période de son histoire. 7 pharaons se sont succédés sur le trône pour former cette 19e dynastie. On n'avait pas encore retrouvé les momies de 2 d'entre eux. Celle de Ramsès Ier et d'Amenmès manquait encore. Et si la momie des chutes du Niagara était l'un des 2, l'homme qui est embaumé ici serait donc parent avec l'un des souverains les plus importants de l'Antiquité, Séti Ier. Séti Ier a compté parmi les plus grands pharaons d'Égypte. Il a mené de nombreuses campagnes militaires qui ont contribué à rétablir et à affirmer la domination égyptienne. On lui doit aussi certains des plus beaux monuments. Ses activités architecturales étaient sans équivalent jusque-là. Et les œuvres d'art qui datent du règne de Séti Ier sont universellement reconnues comme faisant partie des plus belles créations de toute l'Égypte antique. Depuis plus d'un siècle, la momie de Séti Ier est conservée au musée égyptien du Caire. Cette momie est l'une des plus belles que nous possédions en Égypte. Ce qui est intéressant, c'est que Séti et la momie du Niagara ont toutes les deux la peau foncée, très joliment noircie. Les bandelettes utilisées sont de qualité similaire, en lin très fin. Et on voit encore des fragments de cheveux et de sourcils sur les 2 momies. L'une et l'autre sont magnifiquement rembourrées de rouleaux de fines bandelettes pour donner une forme à leur corps.
Les dents sont une source d'informations précieuses pour l'ADN. Mais pour prélever une dent, il faudrait endommager la momie. Les scientifiques ont donc préféré recourir à un procédé plus respectueux. Un logiciel de reconnaissance faciale devrait mettre en évidence les similitudes entre Séti Ier et cette momie inconnue. Nous allons effectuer des relevés morphométriques. Contrairement à la plupart des affaires de médecine légale, où nous travaillons à partir d'ossements, ici on a un visage, ce qui nous donne un certain nombre de caractéristiques permettant de rechercher des correspondances. La momie des chutes du Niagara présente plusieurs signes particuliers qui établissent un degré de similitude élevé avec Séti Ier. On voit très nettement le nez aquilin, les pommettes hautes, le menton gracile. Et en combinant toutes ces caractéristiques, on peut conclure que ces deux individus devaient être de proches parents. À partir de là, on peut reprendre la liste des momies manquantes, qui est assez courte. Et très vite, un candidat de premier plan apparaît. Le père de Séti Ier, le pharaon Ramsès Ier. Ramsès Ier était le fondateur de la puissante dynastie qui régnait alors sur le pays. Il avait fait carrière dans l'armée, n'était pas issu de l'élite sociale et ne pouvait aucunement se prévaloir d'être de sang royal. L'homme qui est devenu le pharaon Ramsès Ier a sûrement passé la majeure partie de sa vie et de sa carrière sans envisager ni ambitionner un seul instant de devenir pharaon. L'institution de la royauté était un circuit fermé, elle se transmettait de père en fils. Mais la lignée royale de la 18e dynastie s'est arrêtée avec Toutankhamon, qui n'avait pas d'enfant. Le trône a donc dû passer en fait à une série de roturiers. En l'absence d'un pouvoir royal stable, l'Égypte risque de sombrer dans le chaos. Le pays a besoin d'un homme fort. Et Ramsès est un meneur né. Il est membre de l'état-major et son prédécesseur le nomme à la plus haute fonction du pays. Son sens de la famille est également un bon atout. En tant qu'héritier potentiel du trône, il a déjà plusieurs fils et petits-fils. Horemheb a dû choisir Ramsès Ier pour lui succéder parce que Ramsès avait déjà un fils, le futur Séti Ier. Horemheb avait conscience que, sans une chaîne ininterrompue de successeurs prévisibles, l'Égypte serait fragmentée et presque impossible à gouverner. C'est formidable d'avoir toute cette séquence pour la 19e dynastie. C'est vraiment merveilleux de voir Ramsès Ier, son fils Séti, puis son petit-fils Ramsès II. Ça donne vraiment le sentiment d'une famille complète. On a donc retrouvé la momie de Ramsès Ier, ce pharaon légendaire. Mais comment a-t-elle pu arriver en Amérique du Nord, à 10 000 km de son pays d'origine? Selon toute vraisemblance, Ramsès Ier a été inhumé en son temps dans une sépulture royale. D'ailleurs, dans la vallée des rois, la tombe KV16 porte son nom. Les murs intérieurs ont été richement décorés afin d'accompagner l'âme du défunt dans son voyage vers l'au-delà, au royaume d'Osiris, très loin des chutes du Niagara. Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que la vie terrestre se répétait presque à l'identique dans l'au-delà. Et pour s'en assurer, ils tenaient à ce que leur corps soit dans le même état. Pour les Égyptiens, une fois un tombeau scellé, il était censé le rester pour l'éternité.
Dans certains cas, ils plaçaient des inscriptions, en général sur le linteau d'une porte, pour dissuader les gens d'entrer et les avertir que s'ils le faisaient, ils le paieraient très cher. Mais ces avertissements ont eu peu d'effet. Quand le tombeau de Ramsès Ier a été découvert, en 1817, il était vide. La dépouille de Ramsès avait disparu, ainsi que tout le matériel funéraire. Il faudra attendre 50 ans avant que la momie réapparaisse au musée des chutes du Niagara. Les archives de ce cabinet de curiosités canadien fournissent de précieux renseignements. Dans les années 1860, le musée des chutes du Niagara a engagé un certain James Douglas pour qu'il achète des momies et des sarcophages égyptiens. Comme beaucoup d'expatriés vivant en Égypte à l'époque, Douglas servait de mandataire. Il acquérait des antiquités, puis les expédiait à ses clients en Europe ou en Amérique. On sait donc que James Douglas recherchait des momies dans les années 1860. Mais où a-t-il pu en acheter? Le journal de Douglas a livré aux spécialistes un détail crucial. J'ai ici le journal de bord de James Douglas. Cette partie traite de sa visite à Luxor, et plus précisément d'un dénommé Mustapha Aga. Il le décrit comme une personne très influente, au moins auprès des voyageurs britanniques. En gros, si vous cherchez à acheter une momie, vous arrivez à Luxor, vous établissez le contact avec un homme comme Mustapha Aga, et il peut vous arranger ça. Le compte-rendu de Douglas indique que Mustapha Aga dispose de momies en réserve et aussi de contacts pour pouvoir acheminer ce genre d'antiquité sans encombre à l'extérieur du pays. Douglas écrit « Lors de ma dernière visite, j'ai pu acquérir une momie d'excellente qualité dans un double sarcophage pour le compte de M. Barnett du musée des chutes du Niagara. Pour 7 livres. Ça équivaut à environ 1000 $ actuels, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. La dépouille de Ramsès était la momie la plus emblématique de l'ensemble présenté au musée des chutes du Niagara. Son prix atteste que ni le vendeur ni l'acheteur n'avaient la moindre idée de sa valeur. De nos jours, on ne donnerait jamais une estimation financière à un vestige aussi important. Le corps d'un pharaon, ça n'a pas de prix. Mais l'intérêt de ce texte, c'est qu'il décrit en partie comment la momie de Ramsès Ier s'est retrouvée au Niagara. C'est effarant de se dire qu'il a pu être aussi simple d'acquérir une pièce d'une telle envergure. Pas une simple momie, mais une momie royale. C'est donc bien la momie de Ramsès Ier que James Douglas achète dans les années 1860. Mais où avait-elle été retrouvée? Car 50 ans plus tôt, c'est un tombeau vide que les égyptologues mettent au jour. Chris Naunton pense avoir élucidé cette énigme dans la vallée des rois, dans une autre sépulture royale, non loin du tombeau où Ramsès Ier avait été inhumé initialement. Nous sommes ici dans le tombeau de Ramsès VI. Et voilà le couvercle de son sarcophage. Il a été partiellement restauré, mais à un moment, il avait été mis en pièces par des pillards. Ce n'est pas du tout la fin qu'aurait souhaité un pharaon.
Ces tombes étaient destinées à être le lieu de leur repos éternel. Et pourtant, elles ont été profanées, peut-être même assez peu de temps après qu'ils ont été inhumés ici. En dépit du pillage méthodique des tombes et de la destruction des momies, les corps d'une trentaine de pharaons ont pu être préservés, entre autres celui de Ramsès Ier. Ce sont les prêtres de l'Égypte ancienne qui ont réussi à les sauver. Ça a dû être une décision terrible pour eux, car il s'agissait d'arracher tous ces pharaons à leurs tombeaux personnels pour les cacher dans des sépultures partagées avec d'autres morts. Autrement dit, de les réenterrer de manière non pharaonique. En usant de 1000 précautions, les prêtres ont déposé ces momies et leur matériel funéraire dans des salles creusées à l'écart de la vallée. Mais si Ramsès figurait parmi ces pharaons qui avaient été déplacés, qu'était devenue sa momie? Ce que vous voyez ici est Der el-Bahari. Et c'est là-bas, juste derrière cette falaise, que la cache de Der el-Bahari a été découverte. La cache de Der el-Bahari est la plus surprenante que nous ayons mise au jour. Dans un seul tombeau tout en longueur, presque toutes les momies des pharaons des 18e, 19e et 20e dynasties avaient été entassées. Au milieu du 19e siècle, de nombreux habitants locaux cherchent à tirer profit de l'engouement des étrangers pour les antiquités égyptiennes. Étant donné la pauvreté du pays, grande est la tentation de piller les trésors du passé. C'est le cas de 2 bergers qui gardent leurs troupeaux dans les environs. Leurs trouvailles fortuites dépassent leurs rêves les plus fous. On raconte que, alors qu'ils avaient mené leurs chèvres dans les collines, l'une d'elles a glissé dans une anfractuosité de la roche et que cette cavité s'est révélée être la cheminée qui menait au tombeau abritant tous les sarcophages royaux. Ils ont systématiquement et clandestinement pillé cette cachette, puis écoulé les objets sur le marché aux touristes de Luxor. Ils ont compris qu'ils pourraient en tirer de grosses sommes sur une longue période. Il fallait protéger leur découverte, ce qu'ils ont fait par différents moyens. Notamment, paraît-il, en déposant un âne mort à l'entrée du puits, afin de dissuader les gens de s'en approcher. Les frères Abdel Rassoul, ainsi s'appelaient ces bergers, ne prennent aucune note sur les objets qu'ils prélèvent dans la cache avant d'aller les vendre. Toutefois, l'afflux soudain de précieuses antiquités sur les marchés environnants ne passe pas inaperçu. Les autorités comprennent vite que des habitants ont découvert une tombe. Et leurs soupçons se confirment lorsqu'ils prennent les 2 frères en filature. C'est vraiment l'une des plus grandes découvertes archéologiques jamais faites en Égypte, voire l'une des plus importantes au monde. Quand des égyptologues peuvent enfin fouiller la cache, ils identifient 2 proches parents de Ramsès, son fils Séti et son petit-fils Ramsès le Grand. Mais il manque déjà le fondateur de la dynastie. Nous avons bien un sarcophage trouvé dans cette cache et portant le nom de Ramsès Ier. Il y avait des morceaux de bandelettes à l'intérieur. Peut-être la preuve que sa momie avait dû s'y trouver. Il s'avère que Mustapha Aga recevait des objets à vendre des frères Abdel Rassoul, les fameux bergers qui avaient découvert la cache royale. On peut donc logiquement supposer que les 2 frères avaient enlevé la momie de Ramsès Ier du sarcophage portant son nom
trouvée dans la cache de Deir el-Bahari. Ils avaient ensuite apporté cette momie à Mustafa Aga, qui à son tour l'avait vendue au musée des chutes du Niagara. Et voilà comment elle s'était retrouvée dans cette collection. Les historiens ont pu reconstituer le long périple de la momie de Ramsès Ier, depuis la sépulture de la vallée des rois jusqu'au musée des chutes du Niagara, en passant par la cache de Deir el-Bahari où elle a été dérobée par des pilleurs de tombes et le marché des touristes à Luxor. Il aura donc fallu attendre 150 ans pour découvrir l'identité de celui qui avait été convoyé en bateau jusqu'en Amérique. Un grand pharaon qu'on a longtemps cru disparu. Mais une dernière étape attendait encore le fondateur de la fameuse 19e dynastie. Quand nous avons acquis la collection, j'ai averti le département des Antiquités que si cette momie se révélait être une des momies royales manquantes, nous la restituerions, parce que sa place était en Égypte. De l'autre côté du fleuve, en face de la vallée des rois où il avait été inhumé, le grand pharaon a désormais trouvé sa dernière demeure au musée de Luxor. C'est la seule momie égyptienne dont on peut dire qu'elle a vraiment effectué un voyage post-mortem vers l'éternité. Elle est passée par bien des pays et bien des mains avant de regagner enfin Luxor, tout près de l'endroit où elle était initialement censée reposer en paix.